Bonjour et merci d'être là. Comment s'orienter après le bac? La question était sur la table hier. Madame Kessé Félicienne, conseillère d'orientation, Seydina Chérif Ahmed, président de l'Institut des civilisations noires et aussi auteur littéraire, sans oublier monsieur Inabo Delors, juriste et homme de culture. On réfléchit sur cette question-là et avec vous, chers téléspectateurs, voici un condensé. Le premier critère, ce sont les traits de personnalité, les qualités et les défauts. Ensuite, il y a les aptitudes, les intérêts et les valeurs. Avec tous ces 4 éléments-là, la personne a un profil qui va forcément correspondre à un secteur d'activité. Mais c'est vrai que la personne doit pouvoir tenir compte de sa situation économique, la situation économique de ses parents. Et en fonction de cela, même si la personne envisage de faire quelque chose, la personne va pouvoir trouver sa voie. Il faut revoir les critères et systèmes d'orientation car très souvent, ces élèves sont orientés dans des filières qui ne reflètent pas nos besoins. Conséquence, étudiants formés qui se retrouvent à gérer des cabines ou simplement se retrouvent à faire un boulot qui n'a rien à voir avec ce pourquoi il a été formé. L'école forme des citoyens pour pouvoir travailler pour l'épanouissement de la société. L'école ne doit pas former des citoyens qui vont être aigris même contre la société. Monsieur, pour et vous, malheureusement, c'est ce qui se passe. Quel est le sens du travail pour vous? Moi, j'aimerais bien le sens du travail. Le travail, c'est quoi? Le sens du travail, c'est l'épanouissement personnel d'abord, et puis ensuite l'épanouissement collectif. C'est-à-dire que celui qui travaille, il met ses moyens, que ce soit ses moyens intellectuels ou physiques, à la disposition de la société où il vit, pour l'épanouissement de toute la société. Pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une université à la sortie de laquelle on est apte à travailler? Voilà de quoi je parle. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas? On a le choix de créer notre système. On n'est pas obligé de faire une université dite de culture générale. On n'est pas obligé, si tant est que l'obligation n'existe pas pour nous d'adopter ce système-là. Pourquoi est-ce qu'on perdu là-dedans? Et je vais terminer justement pour dire l'histoire des maîtrises où on nous parle soit ici des recherches, de quoi, etc. Pour moi, permettez-moi l'expression, mais c'est du pipeau parce que c'est une arnaque. Voilà, retour en plateau, Seydina Inabo et Madame Kessé étaient sur ce plateau hier et nous avons reconduit Madame Kessé parce qu'elle est conseillère d'orientation. Bonjour, Madame Kessé Félicienne. Bonjour, maman. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on fera l'extension. S'il arrive qu'on est orienté dans une filière qui n'a pas été demandée ou qui ne correspond pas à notre profil, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des voies de recours? Je pense que les réponses vont intéresser les nouveaux bacheliers. En face de vous, nous avons M. Inabo Delors. Bonjour Inabo. Bonjour. Voilà, toujours prêt pour le service. Merci d'avoir répondu à l'invitation du jour. Et aussi Miss Adou Marie-Christine, consultante en immigration. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous nous intéressez parce qu'après le bac, généralement, on a envie d'aller étudier à l'étranger. Là aussi, il y a des préoccupations et je pense que votre rapport sera vraiment utile à ce plateau. En face de vous, M. Seydina Chérif Ahmed. Bonjour Seydina. Bonjour Mohamed. Président de l'Institut des civilisations noires et auteur littéraire. Nous avons posé la question à des personnes en ville. Est-ce qu'il y a des voies de recours lorsqu'on estime qu'on n'a pas été bien orienté? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Les conséquences d'une mauvaise orientation peuvent être multiples. La première chose, c'est que ça peut tout de suite provoquer la démotivation chez le sujet. Et s'il est démotivé dans ses études, évidemment, il y aura beaucoup de négligence et ça conduira forcément à l'imperfection au niveau de l'apprentissage. Donc forcément, il sera incompétent. Donc on formera un cadre incompétent, voilà, qui fera un travail qu'il n'aime pas. Les conséquences d'une mauvaise orientation va dû sur plusieurs formes. Par exemple, élève étant en C, qui va en classe, qui va en seconde A, va le perturber parce qu'il ne s'attend pas à... Bon, il n'est pas fort dans la matière, et puis si c'est un élève paresseux, ça ne va pas lui faire avancer. La mauvaise orientation a pour conséquence le désintérêt des études, d'où l'échec scolaire. J'ai un témoignage d'un ami, on était tous bien en seconde et en troisième, et chacun a son BPC, et il a été orienté en seconde C. Moi j'étais allé en A,
Et de là, seconde C, il avait tous les problèmes pour piquer. Vraiment, j'ai vu qu'il était mal orienté. Pourquoi? Parce que lui-même, il était bien en anglais et pas mal aussi en français. Donc, arrivé en seconde C, qui était typiquement les sciences, c'est-à-dire la mathématique et les physiques, et il a commencé à se désintéresser aux études. Miss Adou, Marie-Christine, il est très important de s'intéresser à la question de l'orientation, hein, bonne ou mauvaise orientation. Ça peut impacter la vie ou la carrière de l'individu. Oui, effectivement, je dirais oui. Je répondrai par l'affirmatif. Et une mauvaise orientation va forcément impacter la vie négativement de la personne. Parce que quand on est mal orienté, ben, c'est comme si depuis ta préscolaire, ben, on t'a tout foutu en l'air. Je dirais carrément tout foutu en l'air. Parce que on a des étudiants qui arrivent, qui veulent partir au Canada ou en France ou aux États-Unis. Avec une bonne orientation, ils auraient étudié dans les pays. C'est-à-dire, ils se diraient, mais au Canada, quel est le cursus scolaire qui me convient? Est-ce que c'est le Canada? C'est au Canada, je dois y aller? Est-ce aux États-Unis? Est-ce en France, en Espagne? Parce que dans ces pays-là, ce n'est pas pareil, il y a des nuances. Et donc, on est confronté aussi souvent à ça. Donc, une mauvaise orientation, c'est carrément, ça impacte de beaucoup. Parce que la personne se fait un rêve, il arrive, moi, je vais aller au Canada. Et tu vois que ça ne colle pas. Et tu vas lui conseiller une autre destination. Bon, il s'entête. Et bon, il y a beaucoup de problèmes aussi psychologiques que ça crée. Et Très ça, bien. voilà. Très bien. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux voies de recours. À Boaké, par exemple, il y a eu une réflexion sur la question de l'orientation. C'est vrai qu'il y a la course aux notes, la course à l'obtention du diplôme, mais il faut marquer une pause pour s'intéresser à l'orientation. Comment bien orienter ceux qui ont obtenu le diplôme? Voici un élément produit par RTI Boaké. En terminale, ce n'est pas du tout facile de choisir ce qu'on veut faire après le bac. C'est pour cela que je suis venu à la conférence. Ils sont nombreux ces élèves de terminale qui ne savent pas toujours s'orienter après l'obtention du baccalauréat. À Boaké, au cours d'une conférence, des responsables de l'éducation ont expliqué aux candidats au bac la nécessité de s'orienter tout en tenant compte des débouchés. Se former en fonction de la disponibilité des emplois. Dans un premier temps, c'est de faire l'évaluation de ses compétences propres, de savoir ce dont il est capable et ce dont il n'est pas capable. Savoir donc ses forces et ses faiblesses et s'orienter en fonction du développement du marché. Il ne peut pas aller dans un endroit ou il ne doit pas aller dans un endroit qui est saturé. Il ne doit pas choisir une filière qui n'est plus porteuse. Et nous, les parents d'élèves, nous, les encadreurs, nous, les enseignants, nous sommes obligés de l'accompagner pour lui donner les bonnes informations afin que son orientation soit réussie. Les examens du baccalauréat 2015 démarrent le 16 juin par les oraux. Avec cette conférence, de nombreux élèves auront la possibilité de s'orienter sans trop de difficultés. Voilà, on remet l'élément dans son contexte. C'était bien avant les examens du bac. Seydina, des actions comme ça sont à multiplier parce que ces actions-là visent à mieux orienter, donc à créer moins de problèmes après l'obtention du bac. Oui, je suis très inquiet, Mohamed, quand j'ai entendu le journaliste dire que jusqu'en terminale, un élève ne sait pas comment s'orienter après le bac. Or, ici en Afrique ou en Côte d'Ivoire, en terminale, l'élève a entre 19 et 20 ans, par exemple. Or, 19 et 20 ans déjà, l'élève peut voter. Donc, ça veut dire qu'il peut choisir facilement son candidat. Mais malheureusement, il ne peut pas choisir la filière ou la faculté dans laquelle il va partir pour son propre avenir. Ça veut dire quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis la 6e, c'est-à-dire que depuis le CM2, depuis la 6e, en passant par la 3e jusqu'en terminale, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? Est-ce qu'ils ne sont pas dans un flou? Parce que est-ce qu'ils ne sont pas dans quelque chose qui n'est pas adapté et même à leur intelligence? Parce que c'est ce que je dis, Mohamed, nous n'avons pas les mêmes capacités de réflexion. Hier, la dame, Mme Kessa a bien expliqué ici. Alors, il faut que le système puisse mettre, comme Inabo l'a dit, comment on appelle ça, les moyens à la disposition de tous les élèves pour que chacun puisse se manifester, chacun puisse s'épanouir vraiment dans ce qu'il peut aller avec lui. Sinon, c'est très difficile d'arriver jusqu'en terminale et puis de ne pas savoir ce qu'il faut faire après la terminale. Madame Kessé, vous êtes bien placée pour nous rendre ça un peu plus clair. Jusqu'en terminale, des élèves ou des futurs étudiants ne savent pas encore s'orienter. Effectivement, c'est un constat.
On le constate avec nos élèves, malheureusement, je pourrais dire. Pourquoi? Parce que les élèves ne font pas les choix qui sont adaptés à leur profil, à leur capacité. Il faut parler de l'importance des parents qui font beaucoup de pression sur le cursus de l'enfant, parce qu'il faut le reconnaître, ce sont les parents qui paient les études. Donc cela pose problème effectivement. L'enfant a des capacités et le parent ne veut pas, il refuse par rapport à sa situation socio-économique. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons rencontré un étudiant de 3e année de médecine qui envisage un changement de carrière, de profil. Après 3 ans en médecine, il dit que non, que ce n'est pas une filière qu'il a choisie lui-même, que c'est son père qui le voulait, que lui n'est pas intéressé. Quel est le constat? C'est qu'il n'arrive pas à s'adapter, ses capacités. Il n'est pas motivé parce que ça ne correspond pas à ses besoins et ses intérêts. Que faut-il faire? La question est renvoyée à toute la société et particulièrement aux parents. Voilà. D'accord. S'il te plaît. Je voulais... Avant que je l'oublie. D'accord, allons-y. Moi, je pense que si le parent était conscient, c'est-à-dire que des capacités de son fils, je pense qu'il n'allait pas l'orienter dans ce sens. C'est pour ça que l'école doit prendre la responsabilité aussi de pouvoir faire appel aux parents. Ça, c'est très important. Faire appel aux parents. Voici ce que les enfants apprennent, voici ce qu'ils valent. Donc, attention, voilà ce que nous voulons mettre à leur disposition. Parce qu'il faut qu'on puisse insérer certaines choses dans notre système scolaire pour que chacun puisse être épanoui. Voilà, vous venez de dire quelque chose, Seydina. Voilà. Il y a une communication accrue pour aller voter à 18 ans et tout cela. Voilà. Tout le monde sait qu'il faut avoir sa carte d'identité en ce moment précis pour être actif et utile. Mais à 18, 19 ans, l'élève, pour ce qui va concerner sa carrière et sa vie, la vie de sa future famille, n'a pas beaucoup d'informations dessus. Là, j'aimerais entendre Inabo sur cette question-là. Ça veut dire que ce n'est pas impossible de faire en sorte que le futur étudiant puisse bien s'orienter parce que la campagne manque autour de lui ou d'elle. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est symptomatique du sous-développement. Je reviens sur la question de l'élection. On va choisir quoi? Un homme ou un programme? Dans les pays sous-développés, on va choisir un homme. Et c'est la même chose qui se passe dans le domaine de l'orientation. C'est très écœuré que j'entends le responsable qui a parlé tout à l'heure, qui incite à s'orienter en fonction de la disponibilité sur le marché de l'emploi. Pourquoi est-ce que je dis que je suis écœuré d'entendre ça? Mais c'est où est-ce qu'il n'y a pas de place? Dans son entendement, est-ce qu'il entend par travail ce que le gouvernement offre comme place pour travailler? Est-ce que c'est ce qu'il entend? Parce que je dis ici depuis toujours que c'est dans cette éducation que nous sommes nés et ça nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. On assimile la réussite de l'insertion socio-professionnelle à notre capacité à nous insérer dans ce que l'État, le gouvernement nous propose. Et quand un responsable de cette trempe continue dans ce sens, moi je dis que ça m'écoeure. Je veux avoir affaire à un élève qui sait exactement, et c'est en cela que ça doit partir depuis très tôt, qui sait exactement ce qu'il veut faire de sa vie, dans quel domaine d'activité il veut travailler. Je veux être informaticien. Je veux être informaticien. Et donc, une fois que je finis mon bac, ma question est, quelle est la meilleure école pour me faire aboutir à quel diplôme afin de pouvoir exercer efficacement, vous voyez, sur mon chemin d'informaticien. Voici ce qui devrait être le bon raisonnement et non pas bon. Ici, au bout de 4 ans, il y aura 50 places disponibles, donc ne va pas là. Par contre, ici, il y a 2000 places disponibles d'ici 4 ans, donc il faut plus. C'est ça qui est l'orientation aujourd'hui et c'est ça le danger. C'est la même chose, Miss Adou? En effet, il y a quelques nuances quand même parce que j'avais noté aussi l'orientation en fonction du marché. Bon, c'est déjà, pour moi, c'est catégorique, je suis catégorique là-dessus. L'orientation à partir de la terminale, c'est déjà bien tard. Il est tard. C'est carrément bien tard parce que l'orientation peut se faire dès la sortie du CM2. Dès la sortie du CM2, il y a des pays qui le font, comme je dirais toujours le Québec, et ça donne de bons résultats. Parce que nos enfants sont très intelligents aujourd'hui, hein. Les enfants en CM2, vraiment, ils arrivent quand même à débattre. Donc, en 6e, il est mieux le système québécois, par exemple, dès que vous sortez du CM2, vous avez 2 années, vous passez en collégial, comme on dit, où on forme pendant 2 ans, soit vous partez dans la filière technique,
soit vous partez dans la filière universitaire. Donc, après ces 2 ans, on divise et après, tu fais ta filière universitaire où au bout, il y a 3 ans, tu vas sortir soit un technicien ou en technologie, quelque chose, ou tu fais ta carrière universitaire. Mais on ne peut pas prendre un élève depuis son préscolaire jusqu'en terminale, où il a fait que du général, malgré des spécialisations, d'autres en 3e font de l'école professionnelle, certes. Mais il arrive en terminale. Je suis bon, j'ai fait la terminale D. Dans ma tête, je me dis, ah, je vais faire une spécialité en D. On t'envoie, par exemple, dans une filière anglais ou quoi. Il y a problème là. Donc, moi, je pense que la terminale, c'est carrément trop tard. En CM2 ou encore en 5e, c'est déjà parce qu'on forme des gens pour être pilote à Québec. Dès la 5e, on prend les élèves et ils commencent à former les élèves pour sortir pilote. Et ça donne de bons pilotes. Et puis bon, il faut adapter les choses. La terminale, c'est carrément trop tard. Voilà. Madame, vous l'avez souligné aussi ici hier, non? Oui, mais en fait, j'aimerais intervenir et faire la part des choses. La répartition est faite en Côte d'Ivoire depuis la classe de 5e. Il est possible, depuis la classe de 5e, d'intégrer des cursus de formation. Et ça existe en Côte d'Ivoire. Ça existe également la répartition à partir de la classe de 3e. À partir de la classe de 3e, déjà, il y a 4 voies, je pourrais dire. La première voie, c'est la voie de l'enseignement général. Seconde A, seconde C. La voie de l'enseignement technique, avec 7 filières. Et la voie qui vont donner à peu près 11 bacs. Et la voie professionnelle, où on fait une formation professionnelle. Et à la voie du concours, c'est vrai que maintenant, il y a certains concours qui sont réduits à partir de la classe de 3e. Donc, les enfants, déjà à partir de la classe de 3e, sont repartis selon leurs capacités, selon leurs vœux et les vœux des familles. C'est bien précisé. On oriente les enfants selon leurs vœux d'abord, selon leurs capacités. Lorsque vous voyez qu'un enfant a une moyenne, par exemple, de 6 en mathématiques, et le père dit que non, son enfant sera informaticien. On le rencontre, on lui explique, il dit que lui, il voudrait que son enfant fasse cette filière-là. Lorsque même on ne l'oriente pas dans cette filière, le père l'enlève et il l'inscrit dans une autre école, dans une filière scientifique C. C'est pour cela que je dis qu'il faudrait interpeller la société et les familles. Parce que c'est à ce moment-là que le problème se pose déjà. Les parents et bien sûr avec les enfants qui n'ont pas les moyens de pouvoir résister. Sinon, l'État a déjà mis les structures en place et cela existe. Intervenir, s'il vous plaît. Je voulais intervenir d'abord sur ce que Miss Adou vient de dire. Je pense qu'au Canada, ils ont pu dompter leur situation, ils ont pu dompter leur réalité. Parce que c'est pour ça que quand ils finissent, les élèves arrivent à satisfaire les besoins qui existent. Mais nous ici, on n'a pas encore... C'est-à-dire, au fait, c'est comme si nous sommes dans un système qui n'a rien à voir avec notre vie quotidienne. Ce que Mme Kessé vient de dire, moi, je suis très surpris de savoir qu'en 3e déjà, on commence à orienter les gens en 5e. Mais ça, je n'ai jamais vu ça. C'est les CAP. 5e, c'est ce concours. Oui. Mais à partir de la 4e et la 3e, les élèves sont effectivement répartis. Et je peux vous informer que les commissions se tiennent actuellement. Où les élèves sont répartis, c'est seconde A, ou bien seconde C, ou bien seconde D. Ça se prépare en amont, non? Mais non, mais Mohamed, seconde A, on peut faire seconde A jusqu'en terminale A, puis ne rien devenir. Nous, on parle du devenir, c'est-à-dire, j'ai passé 13 ans à l'école, je n'ai pas pu aller au-delà de la terminale, je deviens qui? Voici le problème, je deviens qui? Il y a quelque chose qu'il faut dire, s'il faut faire la comparaison avec les pays, il faut reconnaître même qu'au Canada, il y a problème également dans les cégep. Moi, je suis bien informée de cela et je pense qu'à ce niveau-là encore, les élèves se réorientent. Il y a toujours une possibilité de se réorienter. Tout à l'heure, hier, quand on débattait, j'ai fait... C'est vrai que je n'ai pas parlé longuement de cela, mais il y a des croyances erronées concernant l'orientation. L'orientation, c'est quoi? Pour certains, l'orientation, c'est le fait de choisir un métier de façon immédiate et de rester dans cette voie-là jusqu'à la fin, à sa retraite. Ce n'est pas vrai. Il y a le parcours, ce n'est pas rectiligne. Il y a des zigzags dans le parcours. On peut arriver à un certain niveau, voir que ça ne nous correspond pas et on se réoriente, on s'adapte. L'orientation, ce n'est pas être vraiment sûr, la certitude à 100% également. Il y a certains qui pensent qu'il faut être sûr de son choix. J'ai fait mon choix, vraiment, il n'y a plus rien à faire. Il y a certains qui pensent que l'orientation, c'est le fait
de pouvoir trouver une formation, un métier qui lui correspond, comme s'il n'y avait pas d'autres métiers. Il y a d'autres métiers. Il y a des attentes. Et il y a un ensemble de métiers qui peuvent répondre aux attentes d'un individu. Et tout ça, il faudrait qu'on se débarrasse de ces croyances erronées-là pour pouvoir bien s'orienter. Quand on parle de bonne orientation, c'est quoi? Selon ses capacités. C'est vrai. Selon ses aptitudes, je l'ai dit hier. Selon ses valeurs. Et ce sont tous ces éléments-là qu'on met ensemble pour pouvoir diriger et orienter un enfant. Miss Adou, elle passera de l'autre côté. Non, mais les téléspectateurs attendent. Oui, je reviens parce que le cégep, en fait, le problème qui se passe, c'est quoi? Le Québec, nous le savons tous, il y a un gros problème de l'apprentissage de la langue française. Ça paraît bizarre, ils ont été colonisés par la France, des Français, mais il y a ce gros problème de français. Donc, et puis, il y a un système là-bas qui fait que, sinon, ils n'ont pas de réel problème profond. Pourquoi? Parce que quand elle dit l'orientation, c'est la sûreté, d'autres pensent que c'est la sûreté, d'autres c'est la formation. Mais déjà, quand en 5e, on prend déjà quelque part. Moi, je découvre des choses parce que moi, depuis, bon, c'est vrai, je suis sortie des bancs, mais avec les cousins, les neveux, il y a répétition. Je n'ai pas vu beaucoup de choses bouger. Comme Seydina le disait, tu arrives en 3e, c'est as-tu eu le BPC? Ah, s'il n'y a pas le BPC, il faut aller payer une école pour la seconde. Et tout de suite, tu passes en seconde A ou C ou quoi, selon tes notes mathématiques ou quoi. Tu arrives en terminale A ou C ou D. Tu passes ton bac, tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu as l'université aussi, les parents ont les moyens, une grande école ou via l'immigration. C'est ce schéma-là que c'est ce schéma. Donc, voilà, dire qu'il y a vraiment c'est que les gens savent que ce n'est pas donc rentré dans les mœurs. Ouais. Donc, il y a toujours problème. Non, oui, non, l'enseignement technique, on est d'accord là-dessus. Et moi-même, je dirais, ce n'est pas toujours dirigé parce que l'enseignement technique doit s'adapter. Je veux dire que quand on dit aux gens, prenez des plantations ou allez cultiver, retourner à la terre, par exemple, en quoi, au Canada, il existe la foresterie. En quoi, mais quand je n'ai même pas ça, on sait que déjà dans la mentalité, c'est ce que je fais à l'école que je veux faire. Mais comment voulez-vous qu'un enfant, on dit non, ça c'est ceux qui n'ont pas réussi qui vont aller faire la plantation. Alors qu'il y a un besoin en Côte d'Ivoire et de rizières et de manioc et toutes ces filières, même dans la commercialisation, même dans les marchés. On a des Chinois qui viennent aujourd'hui, veulent notre manioc pour aller les faire sécher. Mais attendez, nous on peut le faire. Il y a quoi? Il y a quelle filière? Mais dès la 5e, il y a des gens qu'on peut déjà former pour comment déjà mettre nos produits en sachet sous vide, de sorte que ça ne moisisse pas. Il n'y a pas toutes ces structures. C'est vraiment difficile. Donc l'orientation, je suis désolée, je ne serai pas vraiment pour... soit l'éducation doit faire comprendre quelque chose, soit moi quand je fais la comparaison par rapport au Québec, c'est pour rejoindre Seydina pour dire qu'il faut adapter parce qu'en Espagne, je prends l'Espagne, l'Espagne elle est entière, mais il y a la Catalogne. La Catalogne, ils n'ont pas le même cursus scolaire forcément. Vous voyez, et même à l'intérieur de l'Espagne, les horaires sont différents. D'autres font des journées continues, d'autres font la journée. Et vous voyez, et les gens actualisent, mais tout ça sous contrôle quand même de l'État. Mais c'est pour dire que, même ici, moi je vois dans le nord, quand il fait sec, il pleut des fois à Abidjan. Est-ce qu'Abidjan ne devait pas être en congé au moment où il pleut? Et puis, pendant que Boaké ou Korogo va à l'école, et bon, on doit faire des réformes. Voilà, il faut des réformes. Et puis quand même, l'orientation doit être un peu plus, quand même, mais pas parce que c'est souvent quand on est en terminale que nous parlons d'orientation en Côte d'Ivoire. Pas que vous ne faites pas de votre travail, c'est une nuance. Mais je dis souvent, on commence à entendre, même d'ailleurs le professionnel, c'est à partir de la terminale, mais en 3e ou 5e, j'en ai rarement entendu. S'il y a les concours professionnels qui existent, ce que j'aimerais dire, et j'insiste encore là-dessus, c'est un problème de société. Pourquoi? Vous voyez les valeurs. J'ai rencontré beaucoup d'élèves. La semaine dernière, il y avait un salon d'orientation qui était organisé par une structure privée. Qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu des milliers de bacheliers. Mais lorsqu'ils arrivent, qu'on essaie de voir leurs valeurs, l'argent. Valeur comme valeur. Il y a 3 piliers d'orientation. Il y a 4 critères. 4 capacités. Il y a les qualités et les défauts. Il y a les aptitudes. Il y a les intérêts. Et il y a les valeurs. Au niveau des valeurs, ce sont des éléments qui influencent les décisions. Mais tout le monde recherche l'argent. Tous les bacheliers vont vous dire que non. Quelle est la formation qui peut me procurer au moins 1 million, 2 millions par mois? Tous. Alors que moi, je leur disais que lorsqu'on fait correctement son travail, on fait un travail qui nous correspond
on peut avoir suffisamment d'argent. C'est vrai que le salaire de base peut ne pas être suffisant, mais les avantages qui sont liés à son métier, il y a le sous-salaire. Tout ça, ça fait que le salaire augmente. Mais les élèves ne voient pas ça. J'ai donné un exemple bien précis et je vais le reprendre ici. Je dis que je suis une femme. Je suis mariée, j'ai mes enfants, je suis à Abidjan. On me propose un poste de travail aux États-Unis. Qu'est-ce que je fais? Toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons, partis. Mais je les demande pourquoi. Ils me disent, mais l'argent. Parce que ici, supposons que la personne a 100 000 francs de salaire et on lui donne 10 fois son salaire aux États-Unis, c'est-à-dire 1 million par mois. Tout le monde dit parti. Mais madame, comment vous pouvez réfléchir? L'argent, 1 million, et puis on va rester, il faudrait partir. J'ai dit, mais vous avez votre famille, vous avez vos enfants à éduquer. Il dit, non madame, on va laisser, le mari va s'occuper des enfants et puis nous, on va partir. Vous voyez un peu la valeur qui est véhiculée à travers la société. Et c'est ça le véritable problème. Tout le monde veut occuper des postes de haut niveau. Vous allez voir que déjà, à partir du bac, tout le monde veut être directeur des douanes, directeur aux impôts. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il y a des indemnités, il y a suffisamment d'argent. Mais ce n'est pas leur faute, non? Non, moi je pense que c'est par la société. Donc moi je dis, par rapport à ce problème-là, il faudrait que la société réfléchisse. D'accord, très bien. Alors, bien avant d'ouvrir le téléphone et aussi de relayer les réactions des internautes, on va reprendre les piliers ou les critères sur lesquels il faut se baser pour s'orienter. Voilà. Il y en a 4. Il y en a 4. Alors, il y a les qualités et les défauts. Qualités, défauts. C'est-à-dire qu'une personne peut être discrète, ne pas parler, s'isoler dans son coin. Le matin jusqu'au soir, la personne ne parle pas. On pourrait dire qu'elle n'a pas un bon comportement parce qu'elle n'est pas sociable, elle s'écarte des autres. Mais cette qualité-là, ou bien ce défaut, selon les angles, peut correspondre à certains métiers. À certains métiers, c'est recherché. Par exemple, lorsqu'on prend un informaticien, il n'a pas besoin de beaucoup parler, s'assoit sur sa machine de travail. Lorsqu'on prend un comptable, il parle avec les chiffres. Donc, c'est les qualités, les défauts. Ensuite, les aptitudes. Les aptitudes, ce sont les habiletés d'une personne. Et ces habiletés-là, à travers l'école, c'est les notes et les moyennes. Il y a 3 profils qui se dégagent. Le profil de scientifique, pour des personnes qui ont la mémoire, je veux dire, qui ont une intelligence méthodique, logique, mathématique. Et puis, nous avons le profil littéraire, pour les personnes qui ont une bonne capacité de rédaction, d'expression, qui savent hiérarchiser, classer leurs idées. Nous avons le profil technique pour le savoir-faire dans différents domaines. Très bien. Et maintenant, ensuite, même dans ce domaine-là, ça, c'est ce que l'école évalue, je l'ai bien précisé. 2 formes seulement d'intelligence, alors que l'homme en a 8. Et les autres formes d'intelligence. Il y a des personnes qui rentrent facilement en contact avec d'autres, qui savent se faire émettre dans un groupe. Ça, c'est l'intelligence interpersonnelle. Il y a également l'intelligence, je pourrais dire spatiale, la capacité de faire des dessins, qui n'est pas évaluée par le système forcément. Donc, cette capacité-là, ça se retrouve dans certains métiers comme l'architecture. La personne peut être un scientifique. Mais s'il n'a pas cette intelligence spatiale, savoir dessiner, faire des plans, ça peut poser problème. Donc, il faudrait que la personne apprécie ses aptitudes qu'on appelle généralement dons ou talents. Ce sont des choses non apprises, mais qu'on réussit facilement à faire de façon quotidienne. Donc, il faudrait que la personne identifie également ces aptitudes-là. Le 3e, ce sont les intérêts. Les intérêts sont les activités qui nous intéressent. Et je donnais l'exemple ici des personnes qui aiment aider, par exemple. Lorsqu'on aide, on peut aider en informant, comme le journaliste, on peut aider en soignant, comme le médecin, on peut aider en éduquant, comme le professeur, on peut aider en défendant, comme l'avocat ou le magistrat. Donc déjà, avec le centre d'intérêt, on peut également trouver sa voie. Et le 4e critère, ce sont les valeurs. dont je viens d'évoquer. D'accord, merci beaucoup. Inabo, tout à l'heure, on vous passera la parole. 22 42 54 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, plus 225 22 42 54 pour ceux qui appellent de l'étranger, facebook.com/on garde le contact pour ceux qui sont habiles avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur. L'émission est en direct et elle est interactive.
Monsieur Inabo Delors, il arrive qu'on ne se sente pas bien dans la filière dans laquelle on est, même si on l'a choisi. Il arrive qu'on ne se sente pas bien et qu'on ait envie de changer des choses. Oui, c'est même très fréquent. C'est même très fréquent. Quand j'étais étudiant sur la fac de droit, je vais relater une anecdote que je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais j'en parle parce que tous ceux qui ont fait la fac de droit l'ont entendu au moins une fois, ou du moins presque tous en fait. On nous a raconté que le professeur Bléou, Martin, c'est ça, non? N'était pas, enfin, initialement inscrit à la fac de droit et qu'il se serait initialement inscrit à la fac d'anglais. Et puis un jour, lors d'une conférence qu'organisait le doyen Vaudier, voilà, il est venu prendre part, assister à la dite conférence et il a été séduit par un ensemble de valeurs, de qualités voilà, que le monsieur véhiculait tant dans sa manière de parler que par l'étendue de ses connaissances. Alors là, il s'est dit non, ma place n'est pas en anglais, ma place est ici, en droit. On sait tous ce qu'est devenu ce monsieur, c'est devenu un monument du droit dans notre pays. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas les conditions dans lesquelles il a été orienté en anglais. Peut-être qu'il avait de bonnes aptitudes au regard des notes et autres. Et peut-être même que c'était son choix. Voilà. Mais il y a quelque chose en lui qui a bougé et qui l'a amené à répartir voilà, sur une autre voie. Et ce quelque chose-là n'était pas forcément visible dans ses notes ou dans ses aptitudes scolaires. C'est un ensemble de mécanismes qui étaient en lui et qui s'est déclenché à un certain moment de sorte à ce qu'il comprenne que c'est là son centre d'intérêt. Maintenant, la question a pour moi un double sens. Il y a d'abord qu'est-ce qu'il est permis de faire de façon procédurale dans l'administration pour pouvoir bifurquer ici et là. Voilà. À la base, je vais parler sur la base, disons, de mes connaissances à l'époque où j'étais encore à la fac de droit. Je sais qu'on pouvait justement bifurquer, mais à partir de la licence. Voilà, quand on était en licence dans une certaine filière, on pouvait aller, voilà, mais seulement à partir de ce moment-là, on pouvait tenter une reconversion dans une autre filière. Je ne sais pas si les choses ont changé en ce moment. Voilà, tout à l'heure, on va passer la priorité au téléphone. Monsieur Fofana est en ligne depuis Angré, c'est à Cocody. Fofana, bonjour. Monsieur Fofana. Monsieur Fofana est au 22 42 54. Bon, aucun retour, aucun retour. Y a-t-il possibilité, Madame Kessé, de changer les choses si on estime avoir été orienté dans une filière qu'on n'a pas demandé ou qu'on ne sent pas? Bon, est-ce que d'abord c'est conseillé? Ça sera au cas par cas. Je vais répondre d'abord à la première préoccupation. Disons que pour quelqu'un qui est orienté dans une UFR, formation de recherche, unité de formation et de recherche à l'université, déjà c'est selon ses aptitudes, selon ses notes que la personne, selon ses vœux également, parce que c'est la personne qui fait la demande. Donc on voit, et puis selon aussi les capacités disponibles. La personne orientée, elle commence à faire son travail et elle constate que ça ne lui correspond pas. Qu'est-ce que la personne doit faire? Si c'est l'université, déjà tout de suite, ce n'est pas possible de changer selon le nombre de places disponibles, tout cela. Maintenant, la personne peut continuer jusqu'à la licence. Après la licence, il y a des équivalences qui se font. La personne peut, selon l'UFR, faire des équivalences avec l'autre selon la... Voilà, il y a cette possibilité. Si la personne est orientée dans une grande école, la personne peut voir avec les responsables de l'établissement pour pouvoir voir si c'est un début de formation déjà, avant même le premier trimestre, pouvoir avoir la capacité de changer. C'est possible, mais c'est selon les différents cas. On retient que c'est possible et c'est au cas par cas. Certains cas. Ouagadougou est en ligne avec Augustin. Ouagadougou, Augustin 22 42 54. Bonjour. Monsieur Augustin, on ne l'a pas, on n'a pas Augustin. Alors, Miss Adou, il est là, Augustin, je viens de l'entendre. Augustin, vous êtes là? Bon, on n'a pas de confort d'écoute. Un sérieux problème de retour. On va tenter de rendre ça plus clair, Augustin, pour vous avoir avec nous ici en plateau. Est-il toujours là?
Bon, très bien. On va rendre ça plus clair, l'autre côté régie. Miss Adou, Marie-Christine, c'est vrai qu'on peut choisir des UFR ou encore on peut tomber sur des UFR comme ça parce qu'il n'y a pas de place disponibles et pour une raison ou une autre, on se retrouve à une place qui n'est pas la nôtre selon nous. Est-il selon vous conseillé de changer les choses durant la première année scolaire? Est-il conseillé de vouloir changer des choses? Merci. Donc, après orientation, oui, j'entends la question. Une fois qu'il a déjà le bac. Oui, il a déjà le bac. On revient toujours au problème de l'orientation. Voilà. Donc, permettez-moi, avant de répondre rapidement à la question, pour aller vite, je reprends l'exemple que M. Inabo a donné entre Martin et professeur Vaudier et professeur Martin. Voilà. De ce côté-là, je supporte l'orientation. Je me dis, ce n'est pas parce qu'on t'oriente en anglais que tu n'es pas mauvais. Mais voilà où le problème. Moi, voici où il y a la nuance et c'est pour ça que je prends souvent l'exemple québécois. Vous voyez, c'est un monsieur, il a double capacité, c'est-à-dire il est aussi bon en anglais qu'aussi bon en français. Mais à un moment donné, ce n'est pas parce que depuis la 5e ou la 3e, qu'on commence à faire une orientation, que ça exclut que plus tard la personne peut changer. Et il ne faut pas voir en cela un échec. Et là, moi, je suis contre ça. Ce n'est pas un échec. Je préfère que dès la 5e, on oriente quelqu'un, il est bien dans ce qu'il fait. Parce qu'en nous, nous avons plusieurs capacités. Je peux avoir 3 en maths et demain être bon en raisonnement mathématique, par exemple. Il n'y a pas voilà. Quelqu'un peut être bon en maths et puis nul complètement dans des échanges. Hein. Ça arrive dans les débats, tout ça. Vous voyez, donc cet exemple est quand même un peu un contre-exemple parce que l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire on peut être en anglais et puis découvrir sa passion. Chanteur, il y a des dames qui font des bachelors, qui sont esthéticiennes, qui sont couturières. Elle ne va pas dire j'ai perdu mon temps ou quoi. Au moment où elle le faisait, elle était bien dedans. Et tout d'un coup, elle s'est dit tiens, j'ai envie d'être une commerçante par exemple. Là, maintenant, parce que nous, il y a une mutation chez l'homme. Tu arrives à des paliers. C'est pour ça que l'éducation scolaire fait des canevas. On dit aux enfants ne sautez pas les classes. Il y a tel âge, telle classe. Et c'est pour rendre facile demain l'orientation. Parce que je dis mon fils est fort, mettez-le en CE1. Mais en CP ou en CP1, CP2 selon le cycle scolaire, il apprend, il développe certaines choses. Ce n'est pas parce qu'il a des notes que forcément qu'il doit sauter une classe. Je reprends rapidement votre question, nous sommes nombreux. Donc, moi je trouve qu'une fois en terminale, pour changer, c'est pas trop conseillé non plus. Voilà. Il faut peut-être se soumettre à l'UFR qui nous accueille d'abord. S'accommoder à l'UFR et avant d'essayer de changer. Alors, Augustin est de retour, hein. Nous partons à Ouagadougou encore avec lui. Augustin, vous êtes là? Monsieur Augustin? Oui, bonjour. D'accord, là on vous entend trop. On vous entend trop cette fois. D'accord. Ah, vous m'entendez, madame? Voilà, très bien, très bien. Alors, Augustin, vous êtes intéressé par le sujet, vous intéresse certainement. On aimerait, voilà, on aimerait vous entendre là-dessus. Est-ce que effectivement, le sujet m'intéresse beaucoup. Je suis un jeune conseiller d'orientation au Burkina. Vous êtes conseiller d'orientation au Burkina, d'accord. Allô? Oui, allô, on vous écoute, Augustin, vous êtes en direct. Voilà, donc c'était juste pour... Malheureusement parti, 22 42 54. Inabo, rapidement, et Madame Kessé aussi, on ira sur Internet. Alors Inabo. Ok, je voulais apporter un exemple personnel me concernant. Voilà. Elle a dit quelque chose d'intéressant hier. Elle a dit qu'elle se sent à l'aise dans ce qu'elle fait parce qu'une des aptitudes qu'elle a observées en elle, c'est qu'elle aime beaucoup parler. Voilà, mais en plus de ça, je sais qu'elle a dû souvent avoir des compliments dans le style, elle s'exprime bien, etc. C'est des choses qu'on m'a souvent dites aussi. Par contre, quand j'étais au lycée, en classe de 4e, mon père m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire dans l'avenir. En réalité, j'étais passionné de multimédia et d'audiovisuel. Mais je ne savais pas qu'on appelait ça multimédia et audiovisuel. Ce qui représentait clairement l'image de ce monde-là dans mon esprit, c'était le cinéma. Okay? C'était le cinéma, parce que je voyais l'industrie des caméras, des régies, lumière.
Je lui ai répondu, je veux faire du cinéma. Je me souviens que ça a été un choc pour lui parce que avec les brillantes notes que j'avais, il n'arrivait pas à concilier dans son esprit l'histoire de faire du cinéma avec ce qui pourrait être pour lui un brillant pilote de main ou bien un médecin ou bien un juriste de haute classe, etc. Tout ça. Quand je suis arrivé en terminale, le temps est passé par là, je me suis ouvert sur plusieurs autres choses, j'ai découvert un nouvel amour, le droit, vous comprenez? Et je suis allé faire le droit, j'ai eu mon diplôme universitaire, mais quand je suis sorti de là, la passion n'avait pas disparu, la passion de l'audiovisuel n'avait pas disparu, si bien que j'ai poursuivi une formation dans le milieu de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, j'exerce en tant que responsable d'une entreprise d'audiovisuel. Ceux qui me rencontrent me disent, mais tu es allé faire du droit, tu es allé jusqu'au bout et aujourd'hui tu fais quoi dans l'audiovisuel? Vous comprenez? Mais en réalité, la formation de juriste que j'ai eue me sert à la place où je suis parce que pour diriger une compagnie, il faut avoir des connaissances très solides en droit, mais aussi dans le domaine sur lequel tu es établi. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas tout de suite sauter. La formation ne fait jamais de mal à qui que ce soit. On peut se lancer, continuer dans le sens où on nous a orientés et puis après ajouter d'autres cordes à son arc. C'est vraiment rassurant, c'est rassurant. Madame Kessé. Je voudrais revenir sur un élément très important concernant le choix. Quand on parle de choix, c'est qu'il y a plusieurs possibilités qui nous sont offertes et nous devons choisir, nous devons prendre une décision concernant une des possibilités. Mais laquelle? Il faut choisir la meilleure qui nous correspond. C'est tout ce que je voulais ajouter. D'accord. Seydina, et tout à l'heure, ce sera la toile. Je voulais venir sur une valeur africaine. Voyez-vous, en ville ici, on a l'habitude de dire qu'au village, les vieux meurent avec les savoirs. Ce qui est faux. Parce que, voyez-vous, pour résoudre même le problème de l'orientation, au village, on ne montre pas tout à n'importe qui. C'est-à-dire, avant de transmettre un savoir à un individu, les parents ont le temps de le checker d'abord mentalement, spirituellement et autres, avant de lui inculquer ce qu'il doit comprendre. Et puis, avant de lui donner ce que son esprit même peut supporter, ce que son cerveau peut supporter. Voyez-vous, c'est pour ça qu'au village, il y a des vieux, vous pouvez passer 20 ans auprès de lui, vous allez peut-être savoir ce que lui, après les études, après l'étude sur toi, ce que ton cerveau peut supporter, c'est ce qu'il te donne. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est pour ça que nous parlons de la responsabilité. Il y a aussi la responsabilité aussi des gouvernants, du système scolaire, à pouvoir checker depuis la 6e, depuis le CM2, qu'est-ce que cet enfant peut retenir, qu'est-ce que son cerveau peut prendre, etc., avant de vraiment orienter les gens dans les diverses activités. Très bien. On retiendra quand on pourra être orienté à partir de 4 critères, la capacité, l'aptitude, les valeurs et enfin les qualités. Voilà. Donc il faut faire attention à tout cela. Voyez-vous, ce que Mme Kessé vient d'expliquer, c'est ce que les vieux, en réalité au village, mettent en application. Très bien. Nous partons de l'autre côté, c'est la toile maintenant. Il y a des préoccupations là-bas, il y a des précisions également. Fatou, si vous voulez bien. Facebook.com/on garde les contacts. Franck Aristide Ngoran, voilà, Franck Aristide Ngoran a lancé sa préoccupation que l'on retrouvera pour vous tout de suite. Excusez, je pense qu'on vient de perdre la position de la page. En attendant, Madame Kessé, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, effectivement, il faut dire que l'orientation se fait maintenant tout au long de la vie. Ce n'est plus maintenant l'orientation ponctuelle, l'orientation diagnostique. C'est ce qui se faisait avant. On rencontrait un individu qui venait nous poser sa préoccupation d'orientation. On lui faisait passer des tests psychométriques et à l'issue de cela, on lui disait que voilà tel métier qui te correspond. Maintenant, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'avec cette façon de procéder, il y avait toujours une inadéquation formation-emploi. L'enfant, avant de finir sa formation, il y avait toujours un développement technologique. Il y avait le marché du travail qui avait évolué. Donc forcément, il n'arrivait pas à s'insérer. Maintenant, on parle de l'orientation tout au long de la vie pour permettre aux personnes de s'adapter elles-mêmes en leur donnant les informations, les moyens pour pouvoir s'insérer dans la vie. Et c'est ce que nous faisons en leur communiquant les différents critères
D'accord. Alors, Goran Aristide, il avait demandé hier, par exemple, qu'il fallait revoir les critères d'orientation. Ça, c'était son intervention d'hier. Aujourd'hui, nous avons demandé aux internautes de nous dire si, oui ou non, ils ont eu des difficultés à faire des changements lorsque la filière n'était pas une filière qu'ils avaient choisi. Bon, c'est en cela que Letty Kwasi, voilà, nous la retrouvons. Elle dit ceci, la question est pourquoi son choix n'a pas été respecté? Peut-être parce que vous en demandez trop par rapport à votre niveau, mais est-ce une raison valable pour ne pas respecter le choix d'un bachelier? C'est son choix. Et s'il a pu avoir le bac, c'est qu'il peut réfléchir. Son choix doit être respecté. La seule raison valable, valable pour ne pas respecter son choix est, encore une fois, de ne pas respecter son choix et le fait que ce bachelier choisisse une filière qui ne correspond pas à sa série. Ça arrive aussi. Il arrive qu'on fasse des choix qui ne correspondent pas aux aptitudes, c'est-à-dire aux notes que nous avons. Il y a certains qui veulent suivre leurs amis. Et il y a une typologie même des personnes indécises qui n'arrivent pas à trouver leur voie. Il y a des personnes qui veulent suivre leurs amis. Voilà, tous mes amis vont dans telle faculté, tel UFR. Moi aussi, j'aimerais y aller parce que je vais me sentir seule. Alors que ce n'est pas cela l'orientation. D'accord. Quant à cadre Dieu, oui. Vous continuez? Bon, il y a plusieurs types, donc je voulais parler des différents types, mais je pense que c'est suffisant. D'accord. Cadre Dieu, je crois que l'orientation répond à des critères. Le meilleur moyen d'éviter cette situation, c'est de s'orienter en fonction des critères que nous remplissons. Effectivement. Il y a une part des choses également à faire. On parle d'être orienté et de s'orienter. Être orienté, ça veut dire que c'est des personnes qui essaient de répartir les différents individus dans les filières selon leurs aptitudes, leurs valeurs et autres. Maintenant, s'orienter soi-même, c'est-à-dire identifier soi-même ses capacités, ses aptitudes pour pouvoir choisir sa voie. Est-ce que les différents bacheliers le font? C'est la question que je pose. That's the question. Mais aujourd'hui, ils prennent note. J'espère que tout le monde prend note, futurs bacheliers, et autres, et parents d'élèves, et ceux qui reprendront ces examens-là. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est juste pour compléter, mais on va... D'accord. Ézéchiel, merci. Lovely Kwaku. La DOREC se charge des réaffectations et aussi des grandes écoles se chargent de la réaffectation. Donc, il y a possibilité de faire des réaffectations. Voilà, c'est ce que j'ai dit pour les grandes écoles. Voilà. Très bien. Nous allons au Mali. Ce sera la dernière intervention téléphonique au Mali. Monsieur Kofi est avec nous. Bonjour, Kofi. Oui, bonjour. Vous appelez de quelle ville du Mali, Kofi? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. D'accord, on vous écoute alors, Kofi. Voilà. Moi, ce que je souhaiterais ainsi, parce que personnellement, moi, j'ai voulu que mes enfants fassent des et donc j'ai dit, et même le doctorat. Mais tous les enfants ont été orientés au groupe, c'est-à-dire dans les comptabilité, maintenant même je parle, il y a un certain peu de BTS en bâtiment. Alors, ce que je souhaiterais, le premier état, c'est qu'il faut mettre les enfants dans les écoles techniques pour pouvoir, après le BTS, continuer à orienter les enfants aussi, puis se faire des langues aussi, aller jusqu'au ingénieur, au moins comme leurs camarades. Parce que là, après le BTS, la charge revient aux parents de payer soit le titre ingénieur ou envoyer l'enfant ailleurs pour pouvoir continuer ses études. Alors vraiment, c'est mon souhait. J'espère vraiment que l'État reçoit ça. Il y a des enfants qui ont des capacités. Aujourd'hui, c'est un petit histoire dans mon pouvoir. Qui a des capacités de continuer. Il veut continuer les études. Aller être un titre ingénieur, pas même aller au-delà, mais les moyens ne suffisent pas. Donc, à ce moment, on limite, comme vous avez parlé, on limite les capacités des enfants. D'accord. Merci beaucoup, M. Kofi. Je pense que vous venez de soulever ça aussi, volonté des parents, aptitude, qualité. Et puis, bon, par rapport à la poursuite d'études après le BTS, il faut dire que l'État prend en charge jusqu'au BTS. Le cycle d'ingénieur est laissé à la discrétion des parents. Mais il y a une possibilité pour ces diplômés-là du BTS de pouvoir travailler
et puis s'offrir eux-mêmes, par exemple, leur formation. C'est une possibilité qu'on peut proposer également aux diplômés du BTS. Et c'est une voie envisagée également. D'accord. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Nous nous excusons encore par rapport aux lunettes depuis hier. On est sujet à des mots Dieu. Je pense que demain, les choses vont rentrer dans l'ordre. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont pu nous joindre ici au 22 42 54, ceux de l'étranger aussi, tous ceux qui d'ici ont pu appeler, et sur la toile encore beaucoup de réactions. Mais je pense que le débat pourra continuer. Vous pourrez revoir ce programme à partir de 23h30 sur RTI2. Le temps pour nous de vous passer les brèves. Les vacances sont là, madame, messieurs. Nous vous invitons demain, par exemple, à l'enregistrement de la seconde manche de Culture Live. Culture Live, c'est une émission qui fait la promotion du live, une émission coproduite par Fréquence 2 et RTI 2. Ce dimanche-là, nous avons pu assister à la première manche éliminatoire. La seconde manche se prépare activement et ça sera pour demain à partir de 14h au Temple Discothèque. C'est aux 2 plateaux. Et aussi, Inabo, vous êtes concerné par un tournoi de Maracana, activité de vacances oblige. Oui. Un tournoi de Maracana qu'il faut vraiment rendre public. Là, vous avez beaucoup de dimensions, Maracana. Oui, donc bon, en effet, c'est un concept novateur voilà, sur lequel il me plaît de revenir avec ta permission. En fait, nous avons voulu, notre communauté religieuse chrétienne évangélique a voulu convier toutes les autres communautés de Yopougon, qu'on soit chrétien, musulman, bouddhiste ou de n'importe quelle autre religion, à venir nous retrouver fraternellement dans le cadre d'un tournoi de football. Et cette année, c'est nous qui allons occuper le mythique terrain du Zébier. Voilà, donc c'est à cette occasion-là que nous avons voulu lancer l'appel à toutes les catégories de socio-religieuses de Yopougon pour venir faire la fête ensemble. Nous pensons que le sport est un vrai facteur de rassemblement et c'est ce que nous voulons amener à la démonstration. Et ça peut participer à la cohésion sociale. C'est à partir de... C'est à partir du dimanche prochain, le dimanche 9, tous les dimanches jusqu'au dimanche 30 août. Très bien, et avec à la clé une grande finale. Tout à fait, dont le vainqueur repartira avec la somme d'1 demi-million de francs CFA offert par l'international ivoirien Wilfried Zaha. Merci beaucoup. Et nous, on vous proposera le dimanche prochain à 18h30 musique actu vacances en folie. Bande annonce. Les Arsenal et Mouloukougou sont là pour le tout dernier concept, le chouchou. Et puis je pense que vous allez les assimiler aussi. Donc suivez Musique Actu, Vacances en folie 2015, ça c'est la tuerie. Il n'y a rien à dire. Actu. À voir ce dimanche à 18h30, les vacances sont là, madame, messieurs, et les meilleures vacances, c'est sur RTI2. Merci à vous, Seydina. Merci d'être venu et on a rendez-vous lundi. Merci à vous, Inabo et Delors. Merci. Lundi prochain, on sera là avec un autre sujet. Et merci, Miss Adou Marie-Christine. Voilà, consultante en immigration. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et madame Kessé Félicienne, conseillère d'orientation. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. Encore une fois, toutes nos excuses par rapport à cette paire de lunettes qui nous suit depuis hier. Mais nous pensons que les choses vont rentrer dans l'ordre sous peu. Merci et nos programmes se poursuivent. Il faut persévérer, ne jamais
sofá.